De retour sur cette émission spéciale sur le budget fédéral, peut-être déjà une première réaction de notre invité, Germain Belzile de l'Institut économique de Montréal. Monsieur Belzile, peut-être une première réaction face à ce budget? Mais écoutez, premièrement, je suis très content qu'on soit revenu à l'équilibre budgétaire un petit peu plus tôt que prévu. Si on tient compte du coussin, si on n'a pas besoin du coussin, en fait, on a un équilibre budgétaire cette année. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. On a accumulé 150 milliards de dollars de dettes depuis 2007. Donc, en 7 ans, on a accumulé 150 milliards de dollars de nouvelles dettes. Et puis là, bien écoutez, l'accumulation de la dette est terminée pour un petit moment. On prévoit pour les 4 prochaines années des surplus budgétaires. Et ça, je pense que c'est une très, très bonne idée. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer peut-être à s'intéresser à régler des problèmes importants. Donc, un coussin d'environ 3 milliards. Donc, ça va être à la discrétion du ministre des Finances? En fait, le coussin est là au cas où il arrive des imprévus, une dépense imprévue à cause d'une catastrophe naturelle, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'imprévu, on a un équilibre budgétaire dès cette année. Et ça, je pense que la plupart des gens pensaient que ça nous prendrait une autre année avant d'y parvenir. Un chiffre important qui est ressorti en Ontario, le 500 millions de dollars sur 2 ans pour le secteur automobile, ça vous paraît gros? Écoutez, ça me déçoit un peu. En fait, l'idée même de privilégier des secteurs par rapport à d'autres, je ne pense pas que ce soit une très, très bonne idée. Il y a des raisons électorales, évidemment, du côté du gouvernement. Je pense pas que ce soit une très, très bonne décision. Ceci étant dit, le gros de leur chance pour aller chercher un gouvernement majoritaire à la prochaine élection, c'est du côté de l'Ontario. Et puis, donc, on les comprend. Ils saupoudrent un petit peu de montant aussi au niveau des ressources naturelles pour d'autres provinces. J'imagine que le Québec va recevoir un petit peu aussi. Mais je pense qu'on devrait avoir avant tout les yeux sur le déficit et puis aussi sur les taux d'imposition qui ont un impact majeur sur l'épargne, sur l'investissement, sur l'entrepreneurship, etc. Parce qu'il y a également de la grogne du côté de l'Ontario, notamment les transferts fédéraux qui ont été réduits cette année. Malheureusement, on doit encore s'arrêter pour une pause, mais on vous revient à vous, M. Belzile. Je vous rappelle que le gouvernement fédéral prévoit un retour à des surplus budgétaires pour l'exercice 2015-2016, des surplus de 6 milliards 400 millions de dollars. Nous poursuivons la discussion avec M. Duceppe et M. Garon. Peut-être, on a entendu M. Belzile déplorer un peu le fait que Ottawa investisse massivement en Ontario pour le secteur automobile, pour le Québec, secteur minier et pour la forêt, 97 millions de dollars. Écoutez, on donne 500 millions à l'automobile, 90,4 millions sur 4 ans à travers le Canada pour la forêt, pour les mines, 500 millions pour l'innovation dans l'automobile, 45 millions pour la forêt. Je ne vois aucun parti à Québec qui peut appuyer un tel budget. Sinon, c'est signé son arrêt de mort avant la prochaine élection. Écoutez, même le Conseil du patronat, là, sur la main-d'œuvre, est très clair. Sur la Commission des valeurs mobilières, est très clair. Quand le Conseil du patronat, les fédérations des municipalités, les centrales syndicales, les 4 partis politiques disent la même chose, il y a toujours bien un court-circuit entre Québec et Ottawa, là. Ça me semble d'une évidence évidente. Même sur les transferts pour les infrastructures. On avait réglé ça avec Claude Ryan à la fin des années 80. C'est Monique Jérôme-Forgette qui demandait ça. C'était pas une gauchiste séparatiste, là. C'était pour un meilleur fonctionnement, à ses yeux, de la fédération. Or, moi, je pense que c'est un budget là, qui va carrément à l'encontre de toutes les attentes du Québec. Puis, j'ai pas vu les chiffres en santé. Mais si on maintient des transferts à hauteur de 17 alors que Québec demande à 25 et que la loi, quand elle a été votée, c'était à 50 %, c'est immoral d'exiger les mêmes conditions aux provinces qui donnent les soins de santé alors qu'au lieu de financer 50 % on n'en finance que 17 %. Ça, là, c'est inacceptable. Monsieur Garon? Écoutez, ma première observation, c'est que, évidemment, le budget est équilibré. Et le gouvernement est beaucoup plus... dans une certaine mesure, si on ne prend pas compte du coussin que le gouvernement s'est donné, il est plus pessimiste que l'an passé. Si vous prenez le plan budgétaire de l'an passé, on prévoyait un déficit d'1,3 milliard pour cette année. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire 2,9 milliards de déficit, mais on se met 3 milliards de côté au cas où il y a une catastrophe naturelle. 3 milliards, c'est beaucoup d'argent pour une catastrophe naturelle. Deuxième observation... Ça pourrait payer le verre de là de 98 effectivement, on a encore ce cas-là qui n'est pas réglé avec le Québec. On règle plus rapidement dans l'Ouest, c'est un fait. Mais bon, regardez, on est
supposons qu'il y ait la catastrophe naturelle, 2,9 milliards sur un budget de cette ampleur-là, c'est zéro. On a un budget équilibré. Le budget du gouvernement fédéral est plus de 10 fois celui du Québec. On a le même ordre de déficit, donc c'est pas très important. Pour la forêt, je pense que ce que le gouvernement fédéral ne comprend pas dans la forêt, c'est que c'est un secteur qui a besoin d'une restructuration majeure. Ce n'est pas un secteur qui a besoin d'un peu de liquidité pour garder ses usines ouvertes en attendant que le cycle, que le cycle économique permette aux usines de se renflouer. C'est un secteur qui a besoin d'innovation technologique majeure. Et je discutais tout à l'heure avec M. Duceppe, je donnais l'exemple d'une usine, par exemple, à Lebel-sur-Quévillon, dans le nord du Québec. Une usine qui a été fermée pendant, je crois, 7 ans et qui a trouvé sa nouvelle vocation dans le textile fait à base de cellulose. C'est dans ces types d'innovations-là qu'on doit chercher à sauver l'industrie de la forêt au Québec, parce qu'il y a clairement quelque chose à faire avec la forêt au Québec. Et là, on nous annonce 90,4 millions sur 2 ans. C'est à peu près rien. Et l'an passé, dans le plan budgétaire, on annonçait 150 millions sur 2 ans aussi pour faire des projets. Et j'ai cherché. Aujourd'hui, j'ai donné des coups de fil, j'ai essayé de savoir où était cet argent-là. Et personne ne sait où est-ce que cet argent-là atterrit. Ça semble difficile d'accréditer les projets. Monsieur Bézil, vous, est-ce que vous y voyez une mesure qui pourrait quand même plaire au gouvernement du Québec? Vous voulez dire la mesure sur la forêt, par exemple? Une des mesures du budget, que ce soit pour la forêt ou pour d'autres aspects, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que Québec peut y trouver son compte dans l'une des mesures annoncées? Écoutez, je pense pas que le gouvernement fédéral puisse faire grand-chose qui fasse plaisir au gouvernement du Québec actuellement. Mais ça, c'est une question plutôt politique, peut-être. Il y a des choses qui m'intéressent, par contre, dans le budget que je trouve qui m'intriguent, entre autres la mesure de réduction éventuelle des différences de prix entre le Canada et les États-Unis. Et il n'y a pas de détails dans le budget à ce propos, mais c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui ne coûte peut-être pas grand-chose au gouvernement fédéral et qui, en même temps, peut avoir un impact assez important sur le niveau de vie des Canadiens. Si on est capable de payer les biens, les services qu'on achète moins cher grâce à une concurrence accrue, grâce à la possibilité de faire de l'arbitrage avec les États-Unis plus facilement, bien, tant mieux pour tous les Canadiens. Il y a des mesures qui ne sont pas contenues dans le budget aussi qui pourraient être mises de l'avant sans coût pour le gouvernement fédéral. Une concurrence accrue, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Écoutez, ça pourrait permettre de sauver aux Canadiens de sauver littéralement des centaines ou des milliers de dollars par année en dépenses. Et ça ne coûterait pas grand-chose au gouvernement fédéral. Alors moi, je vois plein de choses qui pourraient être faites et puis qui ne sont malheureusement pas dans le budget. Peut-être un point, parce que c'est quand même une somme importante, le fédéral qui va aller chercher 1,5 milliard de dollars sur le partage des coûts du régime des soins de santé de la fonction publique. C'est énorme. Oui, mais en même temps, si j'ai bien compris la politique, je pense que c'est une mesure qui va amener une plus grande équité entre les fonctionnaires et puis les gens du secteur privé qui, normalement, paient, mon Dieu, à 50-50 à peu près quand ils ont un plan de santé, évidemment, là, dans le secteur privé. Et au niveau fédéral, le gouvernement fédéral était beaucoup, beaucoup plus généreux. Alors, c'est une façon peut-être de rétablir un peu l'équité. Mais quand M. Bézil dit il ne peut pas plaire au gouvernement du Québec, moi je dis non seulement au gouvernement du Québec, mais à aucun des partis à Québec. Je vois mal M. Couillard vanter un budget où on accorde si peu à la forêt, lui qui se présente à Roberval. Ça serait son arrêt de mort. Il n'y a pas besoin de ça. S'il y a une chose qu'ils n'ont pas besoin, c'est effectivement de celle-là. D'autre part, quand M. Flaherty dit il y a des emplois de libre, il y a des chômeurs, associons les deux. C'est une vision d'esprit. On le ferait qu'il resterait, vous savez, il y a peut-être 300 000 emplois de libres et le double ou le triple de chômeurs. Bien, qu'on les occuperait tous, il resterait des chômeurs. Et on ne prendra pas un pêcheur des Îles-de-Madeleine pour en faire un informaticien à Montréal, et ni l'inverse. Et qui plus est, ils ont une série de règlements complètement insipides qui fait que quelqu'un va travailler, par exemple, à Fort McMurray, et revient chez lui, on dit, tu n'as pas d'emploi ici, tu dois retourner à Fort McMurray. Alors, ceux qui n'ont jamais été, ils disent, je ne prendrai pas de chance, je n'irai pas, sinon j'y vais pour toujours. Ça joue contre la mobilité. On est en train d'atteindre l'objectif inverse de celui qu'on prétend vouloir poursuivre. Alors, je pense, moi, qu'il y a une vision obtuse de la réalité en fonction d'un dogmatisme économique passablement dépassé. On s'arrête juste un moment, le temps de ramasser les dernières idées pour un dernier blitz d'analyse. Donc, on s'arrête un moment, on vous revient dans quelques minutes. Voici Argent maintenant du mardi 11 février. Le gouvernement Harper dépose un budget qui prévoit des surplus dès 2015, des surplus de 6,4 milliards de dollars. Les conservateurs ouvrent un front avec les retraités de l'État
et s'attaque au porte-monnaie des fumeurs. Et Petrolia gagne sa cause contre la ville de Gaspé. Le titre est en hausse à Toronto. Bonjour et bienvenue à Argent maintenant. Dans son 10e budget conservateur, le ministre des Finances, Jim Flaherty, a présenté certaines mesures lui permettant d'atteindre le retour à l'équilibre budgétaire à temps pour les prochaines élections, et ce, sans hausser les impôts. Sophie, c'est un budget sans surprise, marqué par le retour à l'équilibre budgétaire plus rapidement que prévu. Oui, exactement, Chouane, parce que dans le fond, si on n'atteint pas l'équilibre budgétaire dès cette année, c'est pas pour des raisons fiscales, c'est vraiment pour des raisons politiques. On attend en 2015, année d'élection. Pourquoi? Parce qu'on a prévu au cours de l'exercice 2014-2015 un coussin de 3 milliards de dollars pour imprévus. Sans ce coussin-là, on serait même en léger surplus. Alors voici maintenant les prévisions du côté de l'État des finances. On prévoit pour l'exercice 2014-2015 un déficit budgétaire de 2,9 milliards de dollars qui comprend, comme je vous le disais, un coussin ou une réserve de 3 milliards de dollars pour imprévus. Et on devrait atteindre un surplus en 2015-2016 de 6,4 milliards de dollars, un surplus bien plus prononcé que ce qu'on avait annoncé en novembre dernier. Comment on arrive à ces chiffres notamment? Vous l'avez souligné d'entrée de jeu, mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 50 cents, le prix de la cartouche de 4 $, une mesure qui va permettre de garnir les coffres de l'État de 685 millions de dollars en 2014-2015. Et puis, on va mettre les employés de l'État à contribution telle qu'anticipée. Les employés de l'État à la retraite également devront contribuer. Donc, on va changer, en ce qui concerne les employés à la retraite, les règles du jeu de partage de coûts du régime des soins de santé de la fonction publique. En fait, on veut le rendre plus comparable au secteur privé. Vous voyez les chiffres, c'est une nouvelle formule qui va faire en sorte que, 640 fonctionnaires et retraités vont devoir contribuer davantage. On voit la contribution qui va passer de 261 $ à 550 $ pour ce régime d'assurance santé, ce qui va permettre au gouvernement d'épargner, en fait, 1,5 milliard de dollars. Pendant ce temps-là, la contribution du fédéral va diminuer de 75 à 50 %. Le gouvernement veut aussi économiser 1,6 milliard de dollars sur 2 ans en gelant les budgets de fonctionnement des ministères. On regarde aussi d'autres possibilités là, de se départir notamment de certains actifs. Et aussi, pour réduire son déficit, bien Ottawa mise sur le report jusqu'en 2017 des fonds d'immobilisation de 3 milliards de dollars environ là, de la défense nationale. Évidemment, sujet qui était, en fait, c'est une pomme de discorde pour le gouvernement depuis un bon bout de temps. Et parmi les investissements annoncés, c'est clairement l'Ontario qui est la plus favorisée. Oui, clairement, avec un prêt qui sera accordé au secteur automobile. On en parlait plus tôt d'ailleurs aujourd'hui. Un prêt de 500 millions de dollars sur une période de 2 ans. C'est l'investissement choisi par le gouvernement Harper, contrairement au secteur minier, secteur forestier, secteur de l'agriculture, qui ensemble vont bénéficier sur cette même période de 2 ans d'un coup de pouce de 87 millions de dollars. Également, on a décidé d'investir 1,5 milliard de dollars en éducation pour un fonds de recherche postsecondaire. Et puis, le gouvernement finalement lance un ultimatum au Québec, mais aussi aux autres provinces, en ce qui concerne son fameux programme de subvention à l'emploi. On a décidé d'aller de l'avant avec le programme dès le 1er avril prochain, même si je vous rappelle, on n'a pas réussi à s'entendre encore avec les provinces. Les provinces préféraient qu'on rapatrie ces fonds-là au sein des différentes provinces. C'est notamment ce que voulait le gouvernement du Québec. Donc, quant aux infrastructures maintenant, les infrastructures vont bénéficier d'investissements de 378 milliards de dollars sur une période de 2 ans. En ce qui concerne les ponts fédéraux, 165 millions de dollars sur 2 ans accordés à la préparation de la construction du pont Champlain. On verra les réactions de ce côté-là. Et un mot sur les consommateurs, il faut en parler bien sûr. On a annoncé en fait qu'il y aurait, et ça on s'y attendait, une loi pour plafonner les frais d'itinérance. On n'a pas donné de détails. On veut instaurer des mesures également pour équilibrer les prix entre les produits canadiens et américains. On n'a pas de détails là-dessus. Internet à haute vitesse, ce sera fait dans les régions rurales. Et pas un mot sur, finalement, ce fameux projet ou, en fait, cette annonce là, de fractionnement de revenus. On n'en a pas parlé. Merci beaucoup, Sophie, pour ce résumé. On a déjà quelques réactions. Gilles Duceppe est avec nous également, Germain Bézil de l'Institut économique de Montréal. D'abord, comment vous accueillez ce 10e budget? Écoutez, je pense qu'il y a des points positifs et des points moins positifs. Parmi les points positifs, il y a enfin l'élimination des déficits budgétaires. On a accumulé au cours des 7 dernières années 160
milliards de dollars de nouvelles dettes. Le gouvernement fédéral paie plus que 30 milliards de dollars par année en intérêts sur la dette. Puis les intérêts sont faibles, les taux d'intérêt sont faibles actuellement. Quand ça va monter, on s'enligne pour 35-40 milliards de dollars. Donc au moins l'hémorragie est terminée. Alors ça, je pense que c'est le grand point positif. Les points moins positifs, bien écoutez, il n'y a pas grand-chose pour réduire le fardeau fiscal. Il n'y a pas grand-chose pour promouvoir ou pour régler des problèmes qui sont des problèmes structurels de l'économie canadienne. Problèmes de littératie, de numératie, problèmes d'investissement faible, problèmes d'épargne faible aussi. Et puis ça, bon, j'imagine qu'on attend un prochain budget pour ça. Mais en tout cas, donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Vous, ce qui vous chicote, c'est l'assurance-emploi et la formation aux travailleurs. Regardez, ils vont piger sur 4 ans 13,4 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi. Eux qui dénonçaient les libéraux qui avaient volé 52 milliards. Mais je ne vois personne au Québec, là. Ni les libéraux, ni la CAQ, ni le PQ, ni Québec solidaire qui peut appuyer un tel budget. C'est 500 millions d'un côté pour l'automobile et 97 pour à la fois les mines, la forêt et l'agriculture. C'est des subventions pour compenser Terre-Neuve avec l'entente sur le libre-échange pour le poisson, mais rien pour les producteurs de fromage au Québec. C'est le maintien de cette politique dans le domaine de la main-d'œuvre qui est dénoncée par tout le patronat au Québec et par tous les syndicats. On y va quand même. Ils n'ont aucune expertise dans ça, mais ils connaissent tout. Or, je ne vois pas, moi, où ils vont aller avec ça. Puis ils reviennent avec la Commission des valeurs mobilières. Le système coopératif. Coopératif. Mais entendons-nous, là, c'est une centralisation à Toronto qui va éliminer l'expertise partout ailleurs et surtout au Québec, alors que le système de passeport fonctionnait plutôt bien. Or, je pense, moi, que c'est une vaste fumisterie. Et je ne vois personne au Québec, j'ai hâte d'entendre les gens à l'Assemblée nationale demain, qui peuvent se dire d'accord avec ça. Est-ce que la grogne est telle en Ontario qu'il fallait récupérer une partie de l'électorat en Ontario pour... Vous savez, si faire des budgets, c'est se dire on va récupérer une partie de l'électorat, là, ils viennent de perdre, il n'y avait déjà pas grand-chose au Québec. Mais j'imagine que les Maritimes, on ne sera pas plus très, très heureux de cela. Et l'Ontario va continuer à être très mécontente également du fait que sur la main-d'œuvre, il n'accepte pas de se faire imposer ce qu'Ottawa veut imposer. D'autre part, les transferts en matière de santé sont de l'ordre de 17 Rappelons-nous qu'à l'origine, c'était à 50 On imposait des règles nationales, dites pan-canadiennes, parce qu'on payait 50 on maintient les mêmes règles, mais on est rendu à 17 Je pense que c'est un pays moral, ça. Monsieur Belzile? Bien, écoutez, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Ceci étant dit, je trouve ça un peu odieux moi-même que le gouvernement ait amené les provinces à participer à un système national de santé en promettant un financement à 50 et n'ait pas tenu sa parole avec les années. Mais c'est pas le gouvernement fédéral actuel, là. C'est l'ensemble de l'œuvre. Dans ce cas-là, si on reste sur un aspect de la santé, le 1,5 milliard de dollars que le gouvernement va aller chercher auprès des employés de l'État pour le régime de santé, est-ce qu'il risque d'avoir beaucoup de grogne? Parce qu'on a déjà entendu les syndicats crier haut et fort tout changement possible. Est-ce que, encore là, le gouvernement s'attaque directement aux fonctionnaires? Oui, c'est sûr qu'ils ne seront pas contents. Ceci étant dit, la majorité des Canadiens dans le secteur privé n'ont pas de programme de soins de santé ou de pension. Et je pense que dans le secteur privé, la norme, pour ceux qui en ont, évidemment, c'est plutôt 50-50. Et au gouvernement fédéral, c'était plutôt le gouvernement fédéral qui payait 75 Alors, je pense que c'est un retour à une certaine équité. Maintenant que ça soit fait d'une façon en dehors du cadre, si on veut, de négociation, je trouve ça un peu regrettable. Ça, et il y avait certainement d'autres moyens qui auraient pu être utilisés. Par exemple, il y a 10 000 fonctionnaires au ministère de la Santé à Ottawa et ils n'administrent pas un seul hôpital. Il faut quand même le faire. Hein? Pour les consommateurs, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que les consommateurs peuvent trouver leur compte pour les consommateurs? Mais écoutez, il y a une mesure qui est un peu mystérieuse, c'est celle d'un plan éventuel pour réduire les différences de prix entre le Canada et les États-Unis. Et on attend de voir ce qu'il va y avoir là-dedans. Moi, j'en vois de très évidentes et de très simples, mais je pense pas que le gouvernement s'aventure là-dedans, c'est-à-dire déréglementer, entre autres en agriculture, tout ce qui s'appelle gestion de l'offre, pour permettre une réduction des prix des produits laitiers, entre autres, et de la volaille. Mais je pense que ça m'étonnerait beaucoup que le gouvernement s'enligne dans des choses comme ça. Mais d'autant
en plus, quand on compare les prix aux États-Unis, moi, j'ai vu des prix plus élevés dans le lait et la volaille qu'il y en a ici avec la gestion de l'œuf. On en discutera tout à l'heure, mais moi, j'arrive des États-Unis il n'y a pas longtemps, là, puis j'ai acheté du lait là-bas. Mais ça vient et ça va. Ça vient et ça va. Ça dépend beaucoup, beaucoup des centres. Moi, je pense que s'il y a une bonne mesure pour les consommateurs, c'est sûrement de faire en sorte que l'Internet soit disponible en région éloignée, non seulement pour les individus, mais pour les compagnies et les entreprises. Ça, c'est essentiel. Sinon, on n'aide pas au développement de ces régions. Ouais, je crois que c'est un fonds de 350 millions. C'est suffisant pour... parce que c'est grand, le Canada et les régions rurales. Mais je pense qu'on parle des régions vraiment très éloignées ici. On n'est pas en train de parler de, mon Dieu, de Longueuil. Là. On est en train de parler du Grand Nord et des régions comme ça. D'accord. Germain Belzile de l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup d'être resté avec nous. Gilles Duceppe, un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.